Yo l'équipe! Avant de démarrer l'épisode, je vous rappelle que vous pouvez laisser un commentaire, un review et même des étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et si vous voulez le faire sur Instagram, n'hésitez pas, c'est dedicated_podcast. Merci à tous, peace out! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est là aujourd'hui pour le 6e épisode. Le 6e épisode qui est avec Samson Yemane. Comment tu vas, Samson? Écoute, très bien. Et toi? Ouais, ça va très bien. Merci d'être venu, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Alors, je vais faire une brève présentation. Et puis après, si j'ai oublié quelque chose, évidemment, n'hésite pas à m'avertir. Donc, Samson, tu as 30 ans, tu as grandi à Lausanne, tu es suisse d'origine érythréenne, tu es politicien, mais aussi donc conseiller communal à la ville de Lausanne. Tu es collaborateur auprès de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés et tu co-présides l'Association des médias érythréens en Suisse. Alors, on a aussi pu te retrouver dans le journal Le Temps, avec quelques articles qui sont disponibles sur le blog, pour ceux qui sont intéressés à aller voir tout ça. Et souvent, ça a traité de thématiques liées à l'Érythrée ou la migration en général. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Non, tu as plus ou moins bien résumé. Très bien. Bon, bah, si jamais il y a des choses à corriger, on y viendra par la suite. Donc, comme j'ai dit auparavant, tu es politicien, tu mènes différentes activités liées à la politique, mais je voulais juste faire une petite introduction. En fait, il y a quelques mois, voire presque un an, je dirais, tu as été l'invité de Johan Jourou dans Face au miroir, donc le podcast qu'il mène, et tu as expliqué ton périple avec ta famille d'Érythrée en Suisse. L'épisode il est magnifique, je le recommande d'ailleurs à tous, donc je répète, Face au miroir avec Johan Jourou. Tu donnes beaucoup de détails sur le périple, les jeeps dans le désert, l'arrivée en Libye, etc. Tu évoques aussi la réalité d'un grand nombre de personnes, que ce soit donc comme toi des Érythréens ou des personnes venant d'autres pays, les risques et surtout, évidemment, malheureusement, on parle aussi des personnes qui ne s'en sortent pas vivants, malheureusement. Je pense que c'est très important de démarrer par ton arrivée en Suisse en 2005, parce que moi, j'aimerais comprendre, après un périple comme celui expliqué donc, dans cet épisode avec Johan Jourou, comment se passe ton intégration socialement et scolairement en Suisse ? Alors, donc effectivement, nous sommes arrivés en Suisse fin 2005. Comment ça s'est passé l'intégration? Alors, disons qu'au tout début, donc évidemment, il y a vraiment ce choc culturel, ce choc face à une nouvelle société, et ce qui est exigeant de nous justement de trouver nos repères pour s'intégrer. Alors, on était dans un village qui s'appelle Mézières, donc village assez chouette dans le canton de Vaud. Donc on est resté, je crois, 3-4 mois. Ensuite, on a déménagé dans une grande commune qui s'appelle Moudon, toujours dans le canton de Vaud. Et là, donc j'ai vraiment commencé en tout cas la scolarité. Puisque je ne maîtrisais pas évidemment la langue française, donc j'étais dans une classe d'accueil où le matin j'apprenais le français et l'après-midi j'étais intégré dans une classe standard et je suivais les cours, donc toute forme de cours. Donc j'étais en 6e année, voilà, en 5e année, et après une année et demie, donc on décide avec la famille, en tout cas, de déménager à Lausanne. Et du coup, donc si tu veux, donc j'ai fait ma scolarité. J'ai terminé ma scolarité obligatoire jusqu'à la 9e année dans l'ancien système, ou puis avec le régime Armos, comme on appelle maintenant la 11e année, à Lausanne. Okay. Voilà, donc ça c'est un peu donc l'école obligatoire. Et puis je pense que moi, ce
durant ces 3 ans, en tout cas, 4 ans, l'école obligatoire, je me suis donné à fond, vraiment à fond pour apprendre la langue française. Tu étais motivé, quoi. C'était aussi l'exigence, en tout cas, de mes parents, hein, de me dire, voilà, Bien apprends sûr. la langue, il n'y a que comme ça que tu peux mieux t'intégrer, puis créer un lien social, etc. Donc, je me suis vraiment investi. Et très vite aussi, je suis vraiment tombé, je crois, amoureux de cette langue, donc je me suis donné à fond. Et je ne sais pas si je dois continuer sur ma scolarité, mais en gros, après, j'ai fait Après, tu as suivi le cursus, voilà, le cursus, collège, voilà, lycée, collège, selon. lycée, puis les lycées, comme on dit à Genève. Et ensuite, je fais ce qu'on appelle un examen d'entrée pour aller à l'université. Et donc, j'ai pris sciences politiques, je pense qu'on reviendra pourquoi. Mhm. Et c'est beaucoup lié avec mon parcours et puis les différentes expériences, en tout cas, que j'observe au sein de la société. Et voilà, donc ça, c'est mon parcours scolaire, universitaire. Et après, à côté, c'est vrai que pour avoir en tout cas un cercle social, donc je suis quelqu'un, en tout cas, au début, qui avait un peu peur, en tout cas, de faire le premier pas Mhm. pour se socialiser avec les gens. Euh, et du coup, moi, je pense ce qui m'a beaucoup aidé, c'est mes amis de foot. Donc, je me suis inscrit dans un club de foot à Lausanne. Ouais. Et ça, pour moi, Ça marche c'était... souvent, hein, le foot. Ouais, alors ça, Enfin, pour moi, le sport en général. Hein, ouais, on les sports en dira. général. En tout cas, pour moi, ça, c'était enfin, mes premiers vrais amis. En tout cas, c'est vrai qu'à Lausanne, c'était grâce à un club de foot qui s'appelle FC Concordia qui m'a énormément, justement, qui m'a nourri, en tout cas, pour avoir un groupe social amical. Et après, évidemment, donc, comme on est jeune, à l'école aussi, on se fait des amis. En tout cas, pour moi, ça n'a pas été très compliqué. Peut-être au début, c'est vrai. Ouais. Mais après, ça se fait automatiquement. Ouais, c'est surtout les débuts, comme tu dis. Être intégré à une équipe de foot, c'est quelque chose qui te permet déjà étendre ton cercle d'amis à plus que l'école. Mhm. Et puis après, évidemment, une fois que tu as compris comment ça marche, tu appliques les mêmes règles, les mêmes approches avec d'autres personnes. Et puis c'est vrai que socialement, tu te développes aussi. Alors, on va assez vite tourner sur le parcours politique de manière générale avec tes différents axes. Moi, je voulais juste commencer par expliquer que moi, personnellement, en tant qu'enfant d'immigré, je trouve que c'est très difficile de s'intégrer à la politique, de s'intéresser à la politique de manière générale. Euh, à la majorité, par exemple. Soit parce que, par exemple, on n'en parle pas à la maison, on ne comprend pas ce qui est voté, ou alors même nos parents ne comprennent pas ce qui est voté. Alors, dans mon cas, je vais quand même faire un disclaimer. Mon père était très au courant, donc je ne vais pas le citer ici, mais il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y a des efforts qui ont été faits dans l'explication des votes. Aujourd'hui, on a des vidéos qui sont très bien faites, etc. Donc, ça s'améliore, mais il y a encore une marge de progression. Aujourd'hui, alors tu as différentes activités liées à la politique, mais moi, j'aimerais comprendre quel est le premier élément qui t'a poussé vers la politique. C'était quoi le premier combat, la première action? Parce que je pense que ça nous permettra aussi de comprendre la suite que tu nous expliqueras par la suite dans l'épisode. Tu as tout à fait raison de mentionner qu'il y a plein de facteurs qui font qu'on s'intéresse peu à la politique. Voilà, on peut prendre des heures pour parler de ça. Mais si je reviens à mon cas, ce qui m'a, je pense, poussé à m'intéresser à la politique, c'était évidemment le parcours de migration forcé que j'ai vécu. Et pour moi, c'était vraiment un traumatisme de quitter l'Érythrée et de comprendre plus tard. C'est vrai que j'étais quand même assez jeune, de comprendre plus tard c'était quoi les facteurs qui ont fait qu'on a subi en tout cas cette migration forcée. Donc je dirais c'est ce départ-là. Après, ce qui m'a aussi énormément nourri en tout cas pour m'orienter en politique, c'est toute forme d'injustice et de discrimination qu'on vit au sein de notre société. Donc moi, en tant que jeune, les discriminations que j'ai observées à l'école, ça peut être dans les activités sportives, les inégalités sociales. On voit, il y a les riches et les pauvres. Évidemment que moi, je fais partie d'une classe sociale ensuite, du coup, qui est précaire, etc. Donc tout ça, en fait, font qu'il y a plein de questions qui me sont venus à toi, qui sont là, puis on dit mais comment on s'en sort de là, puis
c'est quoi les éléments qui expliquent qu'il y a toute forme d'inégalité, il y a toute forme de discrimination, il y a toute forme d'injustice, etc. Donc, c'est tout ça qui s'est mélangé. Et puis, je me suis dit, OK, si je m'engage en politique, j'irai en partie certaines réponses et peut-être aussi apporter des solutions pour amener une certaine réforme. Alors, évidemment, lorsqu'on dit ça, on pense que tout est facile, etc. Puis quand on y rentre, on se rend compte que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile. Il ne suffit pas d'être en politique pour amener des changements. Je pense qu'il y a plein d'acteurs qui participent pour amener un changement dans une société. Ok. Et du coup, tu expliquerais tes premiers combats, la prise de conscience face à toutes les inégalités, etc., que ce soit sociales ou discriminatoires, etc. Et puis c'est ça qui t'a aussi motivé à te lancer finalement. On va démarrer avec l'Érythrée. Alors, comme j'ai dit, tu es originaire d'Érythrée. Tu as quitté le pays à quel âge ? À 9 ans et demi. 9 ans et demi, ok. Donc, à 9 ans et demi, tu quittes l'Érythrée, tu viens en Suisse, donc tu as expliqué ta scolarité, l'aspect social aussi. De manière générale, actuellement, tu es fortement, je dirais, impliqué dans les sujets liés à l'Érythrée. Tu t'exprimes assez régulièrement sur les réseaux, ou bien même, comme j'ai dit tout à l'heure, dans certains articles que tu as écrits pour Le Temps. Est-ce que tu peux exposer et peut-être expliquer aux auditeurs quel est ton point de vue de la situation actuelle en Érythrée ? Alors, pour ceux et ceux qui ne connaissent pas l'Érythrée, c'est un État en tout cas qui a eu son indépendance en 1991 et officiellement en 1993. Donc c'est un État actuellement qui est gouverné par un dictateur et qui contrôle l'ensemble du pays. Donc il n'y a pas une séparation de pouvoir en Érythrée. Si on prend le cas de la Suisse, il y a une séparation de pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le pouvoir judiciaire. En Érythrée, c'est une seule personne avec son gouvernement qui décide tout. Et si on prend les cas de la Suisse, on a ce qu'on appelle un état de droit avec une constitution, avec des règles, etc. En Érythrée, il n'y a pas un état de droit, il n'y a pas une constitution qui structure le pays. On a vraiment un gouvernement qui fait tout ce qu'il veut, qui gouverne à sa façon. Et du coup, donc, c'est comme ça que moi je définis, que je décris de l'Érythrée. Je ne suis pas le seul, hein, tous les observateurs en tout cas qui ont un regard objectif sur ce pays-là et diront la même chose. On a un État gouverné par un dictateur. C'est ce qui pousse beaucoup d'Érythréens à quitter le pays. Il y avait un chiffre qui tournait récemment, c'est environ 3000 personnes par mois, donc c'est quand même énorme. Donc, face à ce constat-là, et comme j'ai vécu aussi une migration forcée, pour moi, c'est impossible d'être, je dirais, inactif. Donc, je peux pas regarder de loin et rien faire. Donc, je continue à critiquer ce qui se passe en Érythrée. Je continue à m'opposer même aux différents discours qui sont menés par ce gouvernement. Donc, c'est ça vraiment la situation. Et ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans que ce système est vraiment en place. Alors, je pense que c'est important de relativiser. C'est vraiment depuis 2001 qu'on a vraiment observé ce virage vers un État totalitaire. Et de 1993 jusqu'à 2000, c'est vrai qu'il y avait un projet de mettre en place un État démocratique. C'était encore peu stable à ce moment-là. Et là, depuis 2001, donc, on observe vraiment un État totalitaire avec aucune séparation de pouvoir. Il n'y a pas un État de droit. Et par conséquent, évidemment, beaucoup des jeunes, en tout cas érythréens et érythréennes, quittent chaque mois ce pays, chaque jour. Ok, je pense que tu as donné une bonne explication de ta vision. Tu as parlé de la situation en elle-même. Actuellement, est-ce que tu as des idées ou alors qu'est-ce qui, selon toi, devrait être traité urgemment en Érythrée ? Qu'est-ce qui devrait changer pour que ça aille mieux selon ton explication ? Après, c'est une question compliquée. C'est une question compliquée, mais tu fais bien la poser. Puis je vais essayer de répondre du mieux que possible. Je pense que c'est important dans tous les États, il faut qu'il y ait une constitution. Une constitution qui incarne les valeurs, les demandes, évidemment, de la population. Donc, je pense qu'il faut commencer par ça. Il faut créer un comité qui serait amené à créer une constitution en consultant évidemment la population. Donc si on a une constitution qui structure
enfin qui est structuré en tout cas par un état de droit avec une séparation de pouvoir, etc., qui serait orienté évidemment vers un système démocratique, bah, là, on aurait le premier pas pour avoir un État en tout cas qui peut commencer comme ça, qui peut en tout cas commencer à avoir une certaine stabilité. Donc, il faut commencer par ça. Après, évidemment, donc, la liberté d'expression en Érythrée, ça n'existe pas. Il faut donner ce droit-là. Si je regarde actuellement, il n'y a aucun média indépendant en Érythrée. Il n'y a qu'un seul média, c'est géré par le gouvernement. Il n'y a pas d'université en Érythrée. C'est une façon justement de freiner certaines personnes intellectuelles qui peuvent avoir des théories justement autour de la démocratie, par exemple. Donc il y a tout ça qu'il faut réformer. Donc voilà, peut-être que je donne une réponse assez courte, mais pour moi, il faut qu'on commence par une constitution qui parle d'un état de droit en Érythrée. Et si on n'a pas un système démocratique en Érythrée, on ne peut pas avancer. Et il n'y a que comme ça, si on a un État démocratique, ce qui signifie que le peuple a le pouvoir. Et c'est le peuple qui va décider son gouvernement, c'est le peuple qui va décider, si possible, évidemment, avec des parlementaires qui le représentent, les lois. Donc tout ça, je pense que ce sont des dimensions qui sont importantes pour qu'un État puisse avoir une certaine stabilité, ce qui n'est pas le cas actuellement, évidemment, en Érythrée. Donc il y a beaucoup de choses, hein, même sur le plan économique, évidemment. Donc on a un État où la dimension libérale, en tout cas, n'existe pas. Puis je pense qu'il faut quand même ouvrir les frontières économiques en Érythrée. Et je pense qu'il n'y a que comme ça aussi, le pays peut s'enrichir. En effet, ouais. Donc il y a plein d'éléments à changer. Peut-être que si tu as une question, si tu as un domaine à me poser, je peux approfondir. Bah, l'éducation, par exemple. L'éducation, je trouve absurde. Je pense que c'est un bon exemple. Ouais, je trouve absurde qu'après l'école obligatoire, puis soit disons il faut avoir 18 ans, puis on est enrôlé dans le service militaire pour une durée indéterminée actuellement. Pour moi, c'est une absurdité la plus pure. Et c'est documenté, c'est même considéré actuellement comme une forme d'esclavagisme moderne en Érythrée. À quoi sert de faire l'école et ensuite être orienté vers le service militaire pour une durée indéterminée. Donc ça, évidemment, il faut radicalement changer. Bon, bah, merci pour ton explication. Je pense qu'il y a énormément de gens qui connaissent des Érythréens, mais qui ne connaissent pas forcément la situation dans le pays et qui ne comprennent pas forcément, évidemment, pourquoi autant d'Érythréens sont arrivés ces 20 dernières années. Et c'est une parfaite introduction pour ma prochaine question. Moi, alors, quand je parle avec mes amis de l'Érythrée, ils sont très confus. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas quelle est la position des Érythréens en Suisse face à son gouvernement. Il est arrivé il y a quelques années qu'il y avait une manifestation contre le gouvernement une semaine et 2 semaines ensuite, après, il y avait une manifestation pro-gouvernement. Est-ce que tu comprends la confusion des Suisses et peut-être même du gouvernement suisse face à la position des Érythréens qui vivent eux aussi en Suisse? Alors oui, alors, je comprends tout à fait. Puis je me suis souvent posé cette question, comment on peut clarifier ce qui se passe? Peut-être je vais te répondre la confusion qu'il y a au sein de notre communauté, Ouais. après peut-être expliquer les différentes critiques évidemment qui sont observées par certains partis politiques suisses, voire même le Conseil fédéral. Moi, ce que j'observe, c'est que objectivement, les personnes qui soutiennent le gouvernement érythréen actuellement, c'est souvent les Érythréens qui ont quitté le pays il y a très longtemps. Il y a très longtemps, qui sont installés ici, des Érythréens même de 2e, 3e génération, hein, qui ont grandi ici, qui n'ont pas eu en tout cas la possibilité de regarder de manière objective ce qui se passe en Érythrée sur le terrain. Parce que la majorité de cette génération-là, évidemment, connaissent l'Érythrée à travers la télé et aussi les vacances. Donc, ils ne connaissent pas ce qui se passe exactement en Érythrée. Et puis, on sait, comme je disais, il n'y a qu'un seul média en Érythrée, et puis ce média est instrumentalisé et véhiculé uniquement par la voix du gouvernement, ce qui fait qu'on ne peut pas voir objectivement, en tout cas, ce qui se passe en Érythrée. Donc, on a une image de l'Érythrée qui est complètement biaisée. Donc, je peux comprendre que beaucoup d'Érythréens qui sont nés ici, qui ont grandi ici, qui n'ont pas justement un regard objectif par rapport à l'Érythrée. Donc, oui, ils peuvent soutenir le gouvernement.
En même temps, il y a aussi parmi ces personnes qui ont un certain privilège en Érythrée, il faut le dire, un bien immobilier, ou voire même des proches de la famille, etc. Et s'opposer publiquement face à ce gouvernement, c'est aussi un risque. On peut perdre son bien, on peut même être menacé que sa famille en Érythrée puisse être en prison. Tout ça existe. Je pense que ce sont des contraintes qu'il faut prendre au sérieux et non pas minimiser justement leur ressenti. Et il y a des Érythréens qui s'opposent, dont moi je fais partie. On s'oppose parce qu'on a observé ce qui se passe, on est contre les systèmes en place, et en dénonçant ce qui se passe notamment à Genève devant l'ONU, bah, c'est une façon de faire appel aux instances internationales pour qu'il y ait vraiment une action qui peut se faire en Érythrée. Mais maintenant, je prends justement un simple observateur suisse qui voit deux communautés qui ont quitté l'Érythrée, qui sont installées en Suisse, et il y a un groupe qui soutient et l'autre groupe qui ne soutient pas. Évidemment, c'est un paradoxe qu'on a du mal à comprendre. Et c'est là qu'actuellement, en tout cas, tout le monde est plus ou moins, enfin, tous les partis en tout cas sont plus ou moins conscients qu'en Érythrée, c'est un État totalitaire, et les Érythréens, s'ils sont là, c'est parce qu'on a un gouvernement qui a mis en place une politique totalitaire. Ça, c'est une réalité. Il n'y a aucun parti suisse qui peut nier cette réalité-là. Mmh. Et oui, se poser des questions, pourquoi il y a des Érythréens qui soutiennent le gouvernement. Et je pense qu'ils ont compris en partie qu'effectivement, il y a un regard qui est biaisé, il y a une façon de comprendre l'Érythrée, en tout cas de manière purement subjective, et ça c'est compris, et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui la voix des Érythréens qui s'opposent est beaucoup plus écoutée et défendue dans les médias, y compris par les partis politiques, que si c'est ceux qui défendent le gouvernement. Donc voilà. Après, il y a aussi une liberté de défendre quel type de politique on soutient, et ça c'est un droit en Suisse. Puis je pense que ça fait partie, donc on ne va pas non plus interdire les personnes qui soutiennent le gouvernement érythréen. Par contre, il y a un paradoxe, on ne peut pas être réfugié de l'Érythrée et privilégié. Enfin, non, pardon, je reformule différemment, il faut faire attention avec ça. On ne peut pas être réfugié érythréen, quitter l'Érythrée parce qu'on a été menacé, et bénéficier d'un statut de réfugié en Suisse et venir ici soutenir le gouvernement. Là, il y a un paradoxe, puis je pense que ça, il faut quand même être assez prudent, puis critiquer quand c'est nécessaire. Ouais, c'est vrai que sur le dernier sujet, il y a eu beaucoup d'articles qui sont sortis, même avec cette histoire des 3% finalement, des gens qui payaient finalement. Est-ce que des gens peuvent venir ici et toucher l'assistance sociale, par exemple, et payer cet impôt de 3%. Je ne sais pas, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus? Oui, alors ça c'est important, parce qu'il y a quand même, donc cette taxe de 2%, elle a... 2%, pardon. Ouais, de 2%, elle est obligatoire pour tous les Érythréens du moment qu'on a besoin d'un document officiel du gouvernement, de son état, de l'administration. Donc même les personnes qui sont contre le gouvernement, si ils doivent donner, par exemple, un certificat de mariage. Mmh. Ils sont obligés d'aller à l'ambassade érythréenne, et l'administration érythréenne oblige que ces personnes payent la taxe de 2% sur leur salaire annuel. Donc, je comprends que certains sont obligés, puis ils n'ont pas le choix. Et là, je remets en question, du coup, le système suisse qui oblige même les Érythréens qui sont contre le gouvernement à devoir aller auprès de leur ambassade, de subir même certaines menaces parfois, et de payer une taxe de 2% pour un simple document comme acte de mariage ou acte de naissance, etc. Donc, c'est important de relativiser. Après, c'est vrai que généralement lorsqu'on s'oppose, on évite d'aller à l'ambassade érythréenne pour éviter de payer la taxe de 2%. En effet. Bon, merci pour cette explication. Je pense que ça éclaircira beaucoup de choses pour beaucoup de monde qui connaissent des Érythréens, etc. Tout à l'heure, dans mon introduction, j'ai parlé de l'association des médias érythréens en Suisse, donc que tu co-présides. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que cette entité elle fait exactement? Alors, c'est une association, c'est vrai, qui est plutôt, je dirais, omniprésente, parce qu'elle est très présente en Suisse alémanique et peu en Suisse romande. Donc, c'est une association qui dénonce systématiquement, évidemment,
euh, les sujets qui concernent les Érythréens en Suisse. Ok. Je m'explique. Donc évidemment, lorsqu'on a observé en 2016 que la Suisse a retiré plusieurs des permis F à des Érythréens et Érythréennes, soi-disant l'Érythrée est en train de changer et qu'on est dans une phase de processus où il y aura un état démocratique. Évidemment que cet assos s'est opposé à ce discours politique de la Suisse. Et puis on a fait des manifestations, on a fait une pétition, en essayant en tout cas d'informer et de sensibiliser les acteurs politiques et la société suisse sur la réalité, ce qui se passe en Érythrée. Et selon nous, de cette façon-là, on essaie de protéger les réfugiés érythréens en Suisse. Et en parallèle, évidemment, on essaie de produire certains rapports, de visibiliser certains rapports qui dénoncent ce qui se passe en Érythrée. Et à côté de ça, on a des projets, notamment pour mieux sensibiliser la communauté érythréenne sur certaines thématiques. Il y a un projet avec le soutien de la Commission fédérale de migration où on essaie de thématiser un sujet tabou au sein de la communauté érythréenne qui est le violence conjugale. C'est un sujet tabou au sein de la communauté. Puis du coup, on a reçu un soutien de la Commission fédérale de migration pour amener ce projet au sein de la communauté. Donc, on essaie de créer de coworking, de travailler avec certaines personnes pour mieux thématiser, pour mieux sensibiliser la communauté érythréenne. Donc, il y a des projets comme ça en parallèle pour essayer de mieux sensibiliser les différents problèmes qui existent aussi au sein de notre communauté érythréenne. C'est marrant parce que tu as évoqué la commission des migrations et dans le deuxième épisode, on avait Véronica Almadom qui fait partie de cette commission et je lui avais demandé des projets, elle avait parlé de certains projets. Là, c'est très bien, tu nous parles de quelque chose de très concret. Voilà. Très concret. Très concret, pardon. Alors, on va continuer et on va parler de l'aspect politique que tu as en ce moment, comme mentionné dans l'introduction. J'aimerais comprendre une chose. Donc, comme beaucoup d'Érythréens, plusieurs membres de ta famille ont combattu pour l'indépendance, donc que tu as évoqué tout à l'heure en 91 et 93 officiellement. Est-ce que ton engagement politique, il vient de là, des membres de la famille qui a combattu? Est-ce que c'est des choses qui se transmettent et qui se sont transmises dans ton cas? Oui, il y a un fameux auteur qui s'appelle Pierre Bourdieu qui parle de la production sociale. Donc, effectivement, que les engagements de mes parents, ça m'a beaucoup nourri, ça m'a beaucoup conditionné. Et si je suis aujourd'hui engagé, c'est en grande partie, je pense, effectivement, grâce à mes parents et du coup, le parcours de mes parents. Donc mes parents, mon père a perdu sa jambe durant la guerre de l'indépendance, donc il est une jambiste. Ma mère a participé activement dans cette guerre. Donc effectivement, je pense que leur parcours, ça m'a beaucoup conditionné. Si je dois te donner un exemple, je me rappelle une fois, j'avais je crois 5-6 ans, je me rappelle ma mère parlait de la politique. Donc j'ai une mémoire très épisodique, je me rappelle comme ça des moments. Et puis elle parlait de l'Éthiopie, de l'Érythrée. Du coup, il y a toujours la politique au sein de la famille. Et donc, effectivement, je pense que lorsque cette discussion elle est omniprésente, ça nous nourrit sur ce qu'on fait. Donc, même aujourd'hui, ça continue. À chaque fois qu'on mange ensemble, on ne peut pas éviter ces sujets-là, la politique. Alors après, la politique, c'est assez large. Bien sûr, il y a tellement d'événements dans le monde. Exactement. Donc oui, mon engagement s'explique, je pense, et je suis plus persuadé, par l'influence réelle, en tout cas, de mes parents. Ok. Bon, écoute, j'imagine que je vois que ça a très bien fonctionné, donc espérons que ça continue ainsi. J'ai dit que tu étais donc conseiller communal de la ville de Lausanne, mais avant ça, quand est-ce que tu as commencé officiellement la politique? Alors je ne sais pas s'il y a, je dirais plutôt l'intégration à un parti finalement, parce que la politique, et j'en parlais même hier avec des amis, on a l'impression que c'est uniquement aller au Parlement, etc. Mais c'est vrai que militer pour le changement des filets du terrain de foot de son quartier, c'est déjà de la politique d'une certaine manière. Mais officiellement, du coup, quand est-ce que tu démarres la politique?
Et tu t'engages au sein du Parti socialiste, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure. Comment ce choix il se fait? Alors, juste premièrement, tu as tout à fait raison, parce qu'on pense que faire la politique, il faut être dans les institutions, etc. Et ça, c'est complètement faux. Je pense que toute forme d'action qu'on fait pour un certain intérêt collectif est politique. Et pour moi, tout est politique, effectivement. Me concernant, comment je rejoins le Parti socialiste, je pense qu'en termes de valeurs, en tout cas pour moi, ça n'a pas été très compliqué de rejoindre ce parti. C'est un parti en tout cas qui dénonce toute forme d'injustice et qui essaie d'amener des réformes qui va vers une meilleure société égalitaire, etc. Comment moi je rejoins le Parti socialiste? Alors, lorsque je suis entré à l'université, lorsque j'ai compris en tout cas ce qu'on appelle le champ politique, j'ai commencé à avoir des discussions avec des personnes qui sont plus de gauche que de droite. Et j'ai très vite, du coup, en discutant avec ces gens, je rejoins ce qu'on appelle le parti Les Jeunes Socialistes. Donc, donc il y a le Parti Socialiste, puis il y a le Parti Socialiste pour les jeunes. Donc, moi, je rejoins ces jeunes-là. Et ça s'est fait automatiquement à travers des discussions, de rencontres, puis en termes de valeurs, on se retrouve. Donc, le fameux tri naturel de la vingtaine. Ouais, je pense qu'on peut expliquer en partie comme ça, tu as fait raison. Et je rejoins les jeunes socialistes dans la section vaudoise. Et donc, je suis à l'université, je crois que je suis en première, en deuxième année. Et je m'engage beaucoup sur les questions qui concernent la migration. Parce que ça me parlait plus, c'est ce que j'ai vécu. Et en parallèle, j'ai travaillé en tant qu'animateur dans une maison quartier à Lausanne, une très populaire quartier de la Borde, où là aussi j'observais parmi tous ces jeunes justement une certaine revendication. Et j'entendais ces revendications-là à la fois sur le racisme, sur les inégalités sociales, etc. Et tous ces discours-là, en fait, ça m'a beaucoup orienté. Puis je me disais, mais peut-être que c'est bien d'être membre d'un parti politique, mais en même temps, c'est bien de rejoindre différentes associations qui font aussi le travail du terrain et qui ont aussi une certaine influence. Et qui est de la politique aussi. Exactement. Et qui est très, très noble. Et parfois même, ces associations sont beaucoup plus efficaces que les partis politiques, il faut le dire. Très bien, j'allais le dire, mais s'il vient de toi, c'est mieux. Tu as tout à fait raison, je confirme et je soutiens ça. Et du coup, je rejoins différentes associations et c'est vrai que sans que je me rende compte, ces engagements, ça me prenait beaucoup de temps et ça me passionnait énormément. Et du coup, en 2020, voilà, le PES de la section lausannoise me contacte pour me dire, voilà, il y a les élections qui arrivent. Est-ce que tu serais intéressé d'être dans la liste? Donc, pour celles et ceux peut-être qui connaissent moins comment ça marche lorsqu'on vote, donc on reçoit une liste des élus par parti politique, et pour figurer dans cette liste, il faut que ton parti soit d'accord. Donc, il y a eu cette prise de contact. Donc, c'est vrai qu'au début, j'ai accepté avec un courage en disant, OK, je vais y aller, je vais être dans cette liste. Et pour être sincère, et ça je le dis assez souvent, je ne pensais pas que j'allais être élu. Et moi, je pensais. Donc tu n'y croyais pas, quoi? Non, je pensais, alors je suis vraiment sincère, je pensais être dans la liste et je pensais faire campagne. Donc faire campagne, pour moi, c'était une expérience de terrain, rencontrer les gens, comprendre les problématiques et puis défendre les valeurs des partis socialistes. Et donc, j'avais pas la certitude, en tout cas, que j'allais être élu. C'était même très loin de ma tête. Pour moi, c'était plutôt un engagement politique et puis voir concrètement depuis l'intérieur comment ça se passe. Et donc, les élections arrivent en 2021 et à ma grande surprise, je suis élu. Et là, je suis très surpris. Ça devient sérieux, là. Ouais, donc là, je suis surpris et je prends acte aussi d'une certaine responsabilité qui arrive. Parce que, évidemment, j'étais très content, ma famille était très très contente, mes parents, tu peux imaginer au sein de la communauté érythréenne aussi comment ça s'est véhiculé, hein. Tout le monde était plus ou moins content. Et puis là, donc je prends conscience que oui, il y a, donc là, je rentre
dans une institution, le conseil communal. Et là, il faut s'engager concrètement et faire appel aux institutions pour essayer d'amener certaines réformes. Donc, ça s'est vraiment fait très, très rapidement. Je ne me suis pas rendu compte de tout ça, en tout cas. Enfin, je ne me suis pas rendu compte que ça allait être aussi rapide. Bah, c'est très rapide, quoi. On parle de moins de 2 ans, hein, si je ne me trompe pas. Ouais, par contre, pour moi, il y avait une certaine continuité en disant que je vais être dans cette liste, je vais m'engager. Peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, pardon, j'aurai une chance d'être élu. C'est comme ça qu'en tout cas, j'avais planifié même mes plans, si je peux m'exprimer ainsi. Et là, d'un coup, évidemment, tout a changé parce qu'une année après, je suis élu. Et là, tout change. J'ai dû faire un choix, j'ai dû faire certains sacrifices pour m'engager pleinement au sein du conseil communal avec le Parti socialiste. Ok. Moi, je voulais juste revenir sur une chose, parce que tu as dit que tu as rejoint le Parti socialiste parce que c'est celui qui avait les valeurs qui ressemblaient le plus aux tiens. Moi, je voudrais comprendre si aussi tu t'es posé la question, est-ce qu'ils vont accepter mes combats à moi? Parce que je pense qu'évidemment, alors ils sont intéressés par la migration, ils sont intéressés par différentes choses qui sont assez définies à gauche en politique. Mais est-ce que aussi tu leur as présenté les combats que tu voulais mener et ils t'ont dit qu'ils allaient te suivre là-dessus? Parce que je pense que c'est important aussi en tant que politicien de te dire que tous les combats que tu veux mener, tu puisses les mener au sein du parti et pas devoir faire des concessions, je dirais. Alors, si tu veux, comment ça se passe, c'est que si tu veux, il n'y a pas eu le comité du bien sûr, du parti. Ouais, t'es pas reçu, voilà, bien sûr. Ça s'est pas fait comme ça. Non, c'est plutôt que en discutant, en comprenant aussi les valeurs de chacun, en fait, ça se coordonne. Donc il y avait un match. Il y a vraiment un match. Donc moi, mes valeurs, je les retrouve au sein des partis socialistes. Après, il faut comprendre aussi, c'est un très grand parti de gauche. Parfois, on peut s'opposer à un projet de loi, c'est vrai. Et je peux m'opposer sur un projet de loi et c'est pas un problème parce que si sur le 98% des sujets on se retrouve et qu'il y a 2% des sujets qui nous séparent, au fond, c'est pas très grave. Donc, il faut savoir être consensuel lorsque un sujet ne nous incarne pas. Tout à fait. Mais si je dois être sincère, c'est vrai que moi, sur plusieurs objectifs de ce parti, pour moi, il n'y a pas d'idée de différence. Donc je ne me suis pas senti au sein des partis socialistes discriminé, voire même rejeté, voire même faire un pas consensuel de ma part pour trouver ma place, etc. J'ai été accueilli super bien sur les valeurs on se trouve et sur les actions, ça ne posait pas de problème. Donc voilà, en tout cas, moi, de mon expérience, je n'ai pas eu à faire un grand pas consensuel, etc. C'était vraiment très, très fluide. Et j'ai une question, parce que après, je ne suis pas hyper informé sur la politique lausannoise en particulier, mais être élu à ta première fois que tu te présentes, d'origine érythréenne, afrodescendant, très jeune, tu te dis pas, purée, il y a beaucoup de choses que je vais devoir militer là. Enfin, je vais devoir militer pour beaucoup de choses parce que je viens avec les problèmes sociaux de beaucoup de monde. Je viens pas tout seul en fait. Ouais. Est-ce qu'il y a une pression comme celle-là qui est apparue? Et puis je pense même des gens qui t'ont félicité, ils ont peut-être dû te mettre un petit message. Bon, maintenant on a quelqu'un pour nous représenter. J'imagine qu'il y a déjà eu des personnes venant de l'immigration qui ont été élues, mais je sais pas s'il y a eu d'autres afro-descendants de 27, 28 ans qui ont été élus à Lausanne. Alors, oui, alors c'est comment dire ça, je t'ai dit avant que lorsque j'ai appris que j'étais élu, j'ai compris c'était quoi certaines responsabilités. Ouais. Tu sens très rapidement qu'il y a quelque chose derrière toi, même devant toi, et qu'il faut faire face à ça. Du coup, donc, oui, il y a une pression énorme. Peut-être que avant de parler de cette pression, il y a plusieurs types de pression. Il y a déjà cette pression symbolique qui est le fait d'être au conseil communal. Totalement. C'est une institution que, évidemment, je ne me suis pas imaginé à ce moment-là d'être dedans. C'est le conseil communal, c'est la 4e ville suisse, c'est un conseil avec 100 personnes, c'est un conseil qui a quand même beaucoup de pouvoir au niveau communal. Donc, il y a tout ça
il y a une forme de domination symbolique qui s'installe et qu'il faut affronter. Ça, ce n'est pas évident. Après, évidemment, il y a aussi ce que je représente, une personne racisée, issue de la migration, jeune, et tout ce qu'on représente, évidemment, il faut les incarner et les défendre. Totalement. Donc, il y a tout ça aussi qu'il faut prendre en compte. Et après, il y a d'autres personnes aussi qui ont le même parcours que moi. Au conseil communal, il y a quelques personnes. Après, c'est vrai qu'on est très peu. Alors, je suis désolé pour eux. Non. Donc, il y a Youssouf et Moutazar, par exemple, avec qui je suis proche, qui sont aussi racisés. Donc, qui ont aussi indirectement un parcours de migration, donc qui ont aussi cette pression-là. Donc, c'est vrai que moi, très rapidement, je me suis aussi très approché vers eux parce qu'on comprenait certaines pressions que nous, on vivait. Bien sûr. Donc oui, il y a une pression omniprésente de plusieurs facteurs. Au tout début, je te dis la vérité, j'étais intimidé. Bien sûr. Je dis, mais voilà, est-ce que j'ai vraiment les épaules pour? Est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que j'ai toutes les armes pour affronter ce qui va se passer? Et je me disais, ok, bon, vas-y, fonce. Sois peut-être aussi un peu naïf, apprends, fais des erreurs. Et aussi, il faut le dire, j'ai aussi le soutien de mon parti. Et on me conseille, on me dit comment il faut faire, on m'accompagne, on m'oriente. Donc, on est aussi en même temps protégé. Donc, il ne faut pas croire qu'on est seul face à tout le monde. Ce n'est pas du tout le cas. Il y a vraiment tout un groupe, en tout cas, de ton parti qui est soudé. Donc, oui. Après, tu vois, par exemple, sur certains sujets que je défends, je crois que sur tous les sujets que j'ai défendus au conseil communal, si je dois donner un chiffre, je crois que sur le 90% de sujets que j'ai défendus, il y a un lien très étroit avec ce que je représente. Tu vois, sur l'intégration, évidemment, si je prends mon parcours, et les personnes qui sont intéressées par ce domaine-là me contactent, évidemment. Il y a une légitimité. Il y a une certaine légitimité, oui, on peut le dire. Sur le racisme, oui, ce que je représente, ce que j'incarne, a un sens. Donc évidemment, les personnes aussi qui sont touchées par ces thématiques me contactent. Totalement. Donc oui, il y a tout ça qui se mélange. Après, je pense que c'est aussi une richesse énorme. C'est aussi une richesse et ça dit beaucoup de choses de nos sociétés où on observe qu'il y a une grande diversité et que cette diversité maintenant, elle a sa place. Et toi, moi, donc toutes les personnes qui incarnent une certaine diversité, maintenant, on a notre place et on a les épaules pour dire ce qu'on a à dire et on est aussi très compétent pour faire ce qu'on a à faire. Et ça, je pense aussi c'est important de dire et de transmettre à tout le monde. C'est un bon message parce que je pense qu'avec les années qui arrivent, évidemment, on aura plus de personnes, enfants d'immigrés qui vont se présenter, qui vont s'engager politiquement. Et c'est aussi important, je pense, que des personnes comme toi leur montrent le chemin parce que finalement, c'est aussi de ça qu'on a besoin. Certaines fois, on a juste besoin d'une représentation. Et en tout cas, force à toi pour la suite. La pression, j'ai l'impression que tu l'as bien gérée. Tu voulais ajouter quelque chose. Ouais, c'est que alors c'est vrai qu'on a tendance à sacraliser souvent la politique. On pense que c'est un domaine à part, etc. Non, je pense que si je dois parler de la diversité, alors peut-être qu'elle est beaucoup moins présente en politique, c'est vrai. Et j'aimerais quand même dire, mais en fait, il y a la place. Il y a la place. Puis je pense que les personnes qui incarnent la diversité, il faut qu'elles viennent, il faut qu'elles se lancent. Et même si parfois si c'est difficile, il faut simplement dire mais maintenant stop, on a notre place. Et cette diversité-là, on la trouve dans le sport, on la trouve dans plein d'événements culturels, etc. Maintenant, je pense que cette diversité, maintenant, on est légitime et on a tous notre responsabilité de la défendre et de l'incarner et ne pas subir. Ne pas aussi être dans une posture de comment dire ça, peut-être je vais le dire ça différemment, mais parfois on ne se sent pas légitime parce qu'on a une certaine diversité. Je pense que maintenant, si c'est bon, quoi, stop. Cette diversité, c'est une richesse et on a notre place et on est suisse, on est ici, on est présent et on est autant légitime que les personnes qui ne reconnaissent pas de la diversité. Voilà. Très bien dit, très bien sorti de cette situation. Tu as mentionné alors donc que 90% de tes combats étaient, c'était un chiffre peut-être approximatif, mais qui était lié au sujet qui te porte à cœur et qui t'appartiennent. Moi, j'ai vu que tu as beaucoup poussé des initiatives sur la décolonisation des rues et monuments,
quel était enfin déjà peut-être tu peux en citer, et puis quel était le processus pour accomplir cela? Finalement, même, est-ce que vous avez réussi à effectuer certains changements? Alors, il y a un agenda institutionnel. Ouais. Du coup, peut-être que je peux expliquer en détail comment j'ai déposé un postulat. Je peux expliquer aussi ce que c'est un postulat. C'est intéressant. Donc, c'est une amie qui a observé qu'il y avait une inscription au flanc, au centre-ville à Lausanne, en lien avec l'histoire coloniale. Du coup, donc, elle a fait son travail de master sur ce sujet, un travail très complet, très intéressant, très riche. Et elle m'informe qu'il y a cette inscription, puis elle m'envoie son travail. Et puis moi, évidemment, donc j'observe ça, je lis son travail, et je trouve ça assez riche. Et puis je me dis, mais pourquoi avoir une telle inscription dans ce bâtiment au plein centre-ville au flanc alors qu'il était effacé? Et il n'est pas si important que ça. Et je me dis, bon, bah alors pourquoi pas supprimer cette inscription? Et évidemment, donc cette personne en question, elle a essayé de contacter les personnes qui gèrent cet immeuble, puis ils ne voulaient pas écouter, enfin ils n'ont pas donné d'importance en tout cas à sa demande. Et je me dis, bon, alors peut-être il est temps de mettre une pression politique. Bon, il y a eu une pression médiatique parce que ça s'est beaucoup médiatisé ce sujet-là, mais la pression politique du coup, donc j'ai déposé un postulat. Donc un postulat c'est quoi? Donc un élu, il rédige un document en disant, il y a cette inscription qui existe au plein centre-ville, et selon moi, elle n'a pas une utilité en tout cas qu'il figure. Soit on la supprime, soit on met un panneau, une explication pour expliquer le contexte. Donc j'ai déposé ce postulat, mon groupe m'a soutenu, donc le Parti socialiste, et au conseil communal, ce qui va se passer, donc prochainement il y aura une commission. Donc une commission c'est quoi? Donc c'est chaque parti envoie quelques personnes, et puis on discute sur ce postulat. Donc si la majorité de cette commission accepte qu'il y ait un travail, qu'il y ait un travail sur ce postulat, la municipalité va devoir justement proposer un projet de loi, pas uniquement en lien avec cette inscription bien précise au flanc, mais de manière générale à Lausanne. Donc maintenant, donc il y a tout un processus, il y a un agenda national politique qui va prendre un certain temps. Mais ce que j'ai observé, c'est que lorsque j'ai thématisé ce sujet au flanc, très rapidement, donc certains médias se sont intéressés, on a beaucoup parlé de ça. Il y a même des chercheurs qui ont déjà fait un travail énorme par rapport à ce thème-là. Toi qui connais bien Genève, donc il y a même eu un rapport en proposant des solutions pour chaque rue, pour chaque inscription, etc. Puis je pense qu'à Lausanne, c'est ce que moi j'espère, on aura, j'espère en tout cas, un projet similaire. Et l'objectif, c'est vraiment de décolonialiser l'espace public. Donc on thématise, on décolonise l'espace public, et c'est simplement de rendre l'espace public plus inclusif. C'est vraiment ça le projet. Donc du coup, voilà. Donc moi j'attends ce que la commune de Lausanne va proposer à la fin, mais je préfère être optimiste et je suis convaincu qu'en tout cas au sein de la gauche à Lausanne, on est conscient qu'il faut aller en avant sur ce sujet-là. Après, c'est vrai que j'ai entendu pas mal de critiques, mais est-ce que c'est vraiment ça le combat le plus urgent? C'est vrai. Est-ce que c'est ça c'est une question qui se pose. Voilà. Est-ce que c'est ça qu'il faut thématiser maintenant? Moi, je pense que sur le racisme, il faut tout thématiser. J'ai pas envie de mettre une forme d'hierarchie. C'est quoi le plus important? C'est quoi le moins important? Chaque combat, chaque action contre le racisme a, pour moi, même légitimité. Et c'est bien d'aller sur tous les fronts pour essayer justement de mieux thématiser le racisme et de réduire, parce que supprimer, je pense que ça va être compliqué, mais de diminuer en tout cas toute forme de discrimination qui existe au sein de notre société. Ouais, c'est vrai que c'est un pas en avant de toute façon. Donc, et c'est vrai que cette thématique de la décolonisation des rues et des monuments, alors c'est des choses dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps, à Neuchâtel par exemple, avec la statue de Purie. Et ils ont changé, ils ont pas retiré la statue, mais ils ont mis quand même un cadre où ils ont expliqué les activités de Purie durant
la période de l'esclavage. Et puis à Genève, évidemment, et je profite de faire un peu de pub pour le podcast Le Boulevard du Village Noir avec Chaka Kagame, qui explique un événement de sa vie privée et qui a mené à ce podcast. Un excellent travail d'ailleurs. Exactement. Et il mentionne plusieurs choses par rapport à la rue Karl Vogt, par exemple, qui avait aussi eu un bâtiment à l'Université de Genève. Enfin, je vous recommande vivement le Boulevard du Village Noir de Chaka Kagame. Moi, j'aimerais savoir, actuellement, donc tu as dit que tu attends une réponse de la commune de la ville de Lausanne concernant le postulat que tu as posé. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que tu suis ou sur lesquels tu travailles actuellement sur l'aspect politique ou alors même dans ton combat par rapport à l'Érythrée? Il y a des choses que tu es en train d'organiser ou des choses sur lesquelles tu es en train de travailler? Alors, oui, je continue. Oui, alors j'ai travaillé sur plusieurs fronts. Hein. C'est vrai. Bien sûr. Le conseil communal, donc évidemment, j'attends une certaine réponse à mes postulats. Je suis en train d'encore réfléchir à d'autres postulats sur l'intégration, sur la police. Donc, comment mieux réformer la police. J'ai déposé notamment un postulat pour donner plus de formation sur les compétences transculturelles au sein de la police. Peut-être on reparlera parce que dans le cadre de mon travail, peut-être on parlera après, j'ai une autre fonction, je donne des formations en lien avec les compétences transculturelles et autres. Donc, disons que oui, mais mon plan d'action, en tout cas au conseil communal, je dirais mes plans d'action, c'est souvent lié sur l'intégration. J'ai essayé aussi maintenant de m'intéresser un peu plus et de m'informer sur l'écologie. C'est un sujet central, on peut pas nier tout ce qui se passe sur notre planète. Donc c'est vraiment ces deux thèmes en tout cas où je m'intéresse un peu plus et puis j'essaie d'amener certains postulats au sein du conseil communal. Donc ça c'est la politique institutionnelle. Après évidemment il y a la politique, je dirais, associative. Je suis dans plusieurs associations où je continue à militer par rapport, en tout cas, à la situation des réfugiés en Suisse, y compris, surtout dans le canton de Vaud, avec plusieurs associations. On se voit assez régulièrement pour proposer des solutions, en tout cas, par rapport à la politique d'asile et y compris la politique d'intégration. Je peux aller en détail si ça t'intéresse. Mais en fait, je vais profiter que tu aies mentionné ça pour te poser une question concernant l'immigration aussi, de manière générale. Je ne vais pas demander au niveau suisse parce que c'est compliqué et certains cantons ont d'autres pratiques. Mais dans le canton de Vaud, comment tu évaluerais la politique d'intégration des étrangers de manière générale? Il y a... C'est important de relativiser, je pense. Alors, il y a évidemment, si on regarde historiquement parlant, évidemment que la politique d'intégration a beaucoup évolué. Et ça mérite de valoriser, effectivement. Maintenant, ce que moi j'observe, c'est que les personnes qui n'ont pas le permis B en Suisse, donc c'est les personnes qui ont un permis N ou un permis F, voire même l'aide d'urgence, donc on refuse leur présence en Suisse, évidemment que pour eux, tout ce qu'on appelle le fonds d'intégration pour eux, c'est un fonds qui est très très réduit. Et les prestations sociales qu'on met à disposition, ce sont des prestations qui sont très réduites. Et ça, pour moi, c'est problématique et ça pose un vrai problème politique d'intégration. Comment on veut exiger qu'une personne apprenne la langue française et qu'elle trouve un travail si on lui donne que quelques cours de français et qu'on lui donne pas un papier pour qu'elle puisse trouver un travail. Donc il y a un certain cercle vicieux qui freine justement l'intégration des personnes qui sont motivées pour rester en Suisse. Du coup, évidemment, selon quel permis on n'a pas les mêmes prestations, on n'a pas les mêmes solutions pour les mêmes accès carrément. Et c'est là où moi en tout cas je trouve qu'il y a un vrai problème. J'aimerais qu'on ait une société, lorsqu'on parle de l'intégration, ça soit pas basé sur les types de permis de séjour, mais simplement sur le plan humain. Ouais. C'est-à-dire que les aptitudes, elle est là, on lui donne toutes les prestations nécessaires pour qu'elle puisse s'intégrer pleinement. Si elle a besoin
3 ans, 4 ans, 50 cours de français, sans problème, il faut qu'on lui paye pour qu'elle puisse faire ses formations sans que ça soit contraint par son type de permis, etc. Donc, j'aimerais qu'on ait justement un meilleur système qui permet de mieux insérer ces personnes qui viennent d'ailleurs. Donc ça, en tout cas, je milite en tout cas avec les différentes associations pour dénoncer ce qui se passe. Il y a un paradoxe, peut-être que ça peut mieux parler, enfin ça peut mieux concrétiser, pour les personnes qui nous écoutent, ils peuvent mieux comprendre. Je donne un exemple assez concret. Une personne qui arrive en Suisse, on lui refuse le statut de réfugié. Elle est en Suisse, mais on ne peut pas la renvoyer dans son pays parce qu'il n'y a pas un accord de réadmission avec le pays en question. Donc on lui refuse le permis, on lui refuse toutes les prestations et on ne peut pas lui renvoyer dans son pays. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est dans la nature, perdue, sans aucune aide. Et pour moi, ce système-là, il n'a pas de sens. On ne peut pas la renvoyer par la force parce que c'est contre les droits humains. Je ne sais même pas si on peut dire que c'est un clandestin parce qu'il s'est annoncé, donc c'est plus un clandestin. Non, mais le système fait qu'on l'oriente pour que ces personnes vivent hors système. Alors que s'ils sortent du système, on n'a plus le contrôle. Et ça ne va pas. Donc ce système-là, ce qu'on appelle les personnes déboutées, ça c'est le terme, c'est hallucinant. Il faut critiquer puis il faut réformer ça. Si une personne elle est en Suisse, qu'on ne peut pas la renvoyer dans son pays parce qu'il y a plein de critères pour renvoyer une personne dans son pays, on lui donne un permis pour qu'elle puisse s'intégrer et pour qu'elle puisse se projeter dans ce pays-là. Je pense que c'est un droit universel. Ce sont les droits fondamentaux qu'on a besoin pour qu'on puisse s'installer dans un pays. Donc ça, pour moi, ce système, ce qu'on appelle le refus du droit d'asile en Suisse, pour moi, c'est un vrai problème. Et ils ont surtout, alors si j'ose donner mon avis, ils ont montré qu'ils savaient le faire. Et tant mieux, vraiment. Avec les événements de ces 2-3 dernières années, ils ont montré qu'il y avait des possibilités de mettre en place des réels. Alors, je ne vais pas dire réels parce que c'est pas juste, mais de mettre en place des systèmes d'intégration qui permettent aux gens qui arrivent en urgence aussi de s'intégrer. Mais en tout cas, merci pour ton explication. Comme tu as dit, la Suisse fait aussi des bonnes choses, mais il y a encore énormément de travail, comme tu as dit, sur les personnes déboutées. Alors, on va conclure le chapitre politique et passer sur les questions finales. Mais avant ça, donc, j'ai une dernière question sur l'aspect politique. Donc, après un an et demi, tu es élu au conseil communal. C'est quoi la suite? Est-ce que vraiment tu vas t'arrêter maintenant au conseil communal ou tu te dis, pourquoi pas continuer, ou alors tu demandes à voir, tu sais pas. C'est difficile. Après, j'ai pas envie de griller tes cartes ou quoi que ce soit. C'est fait. Non, mais je suis pas. C'est comme dans un job, tu vois. Oui, mais t'as raison. Puis il y a pas un agenda caché derrière. Moi, je suis transparent. Actuellement, ça me plaît énormément ce que je fais au conseil communal. Et si il y a une possibilité d'aller au niveau cantonal, j'irai. Mais avant ça, moi j'estime que je dois acquérir une certaine compétence, une certaine légitimité. Il y a beaucoup de travail à faire au niveau communal. Et si un jour ça se présente, en tout cas au niveau cantonal, pour être débuté, pourquoi pas? C'est pas une porte que je ferme. Et par contre, je ne peux pas me projeter au niveau national sans me projeter au niveau cantonal. Donc on verra. Puis ça, c'est vraiment, pour moi, c'est dans quelques années, en tout cas, je n'arrive pas à me projeter aussi loin. Puis il faut aussi être conscient d'une chose, c'est que si un jour je me lance au niveau national, ça signifie que je dois mettre de côté peut-être d'autres activités professionnelles que j'ai actuellement. Donc je ne sais pas si j'ai envie vraiment de faire ce sacrifice. Mais on verra. Parce que, en tout cas, actuellement, j'ai un vrai travail qui me plaît. Ça me plaît d'être au conseil communal. Ça me plaît d'être engagé dans les différentes associations. Et puis, on verra ce qui va se présenter. Écoute, dans les années à venir. on va te suivre et puis on verra. Si tu pars au niveau du canton ou alors au niveau national, on te recontactera et puis on fera le point à ce moment-là. J'accepte très volontiers. Merci.
Et du coup, là, j'ai 3 questions que je pose à tous les invités. Et puis, on va donc démarrer avec la première. Donc, le podcast s'appelle Dedicated Podcast. Dedicated, donc dévoué. Comment, toi, tu es resté dévoué toutes ces années? Euh, je pense, avec avec les conditions sociales dont j'ai vécu, et qui m'ont énormément structuré, avec le soutien de mes parents, de mes proches, et avec cette volonté aussi, cette croyance, peut-être une forme d'optimisme, de dire on peut changer les choses. C'est comme ça, je crois que je reste attaché à mes valeurs et puis à mes engagements. C'est difficile de répondre, mais je pense que c'est plus ou moins ça. Et j'espère que je continuerai en tout cas à être autant actif et puis à prendre du plaisir dans tout ce que je fais. Et je pense aussi, il faut le dire, si je suis autant nourri et aussi activiste, c'est parce que je suis aussi entouré des personnes qui me poussent, qui me conseillent, qui m'orientent pour faire, pour faire un certain travail. Donc il y a tout ça, je pense, qui se mélange et c'est comme ça que je reste encore fidèle à mes engagements. Bah, écoute, j'espère que toutes ces choses que tu as citées vont continuer à te motiver pour continuer à aller plus loin ou alors juste continuer là où tu es parce que ça te plaît. Et on verra, comme j'ai dit tout à l'heure, si ça évolue. Mais ce que tu as expliqué est très clair, je pense. Et je pense que beaucoup de gens vont se reconnaître dans ce type de motivation autour de soi. Alors, est-ce que tu as une recommandation culturelle à faire? Donc, un livre, un événement, un lieu, un musée. euh, Oula, ça peut être, à Lausanne. Mais bon, en tant que conseiller communal de Lausanne, je pense que c'est bien. Mais si tu veux, ça peut être ailleurs dans la région. alors, peut-être je peux commencer par les livres parce que c'est vrai que je lis énormément. J'ai une vraie passion pour les livres. Est-ce que je peux citer plusieurs livres? Pour Bien moi, sûr, c'est bien dur de sûr. citer un seul. Non, Parce non, que bien sûr, il n'y a j'ai pas de. sentiment. Ok. Alors, si je dois citer un livre, voilà, le livre de Nelson Mandela, Long chemin vers la liberté. Je l'ai lu C'est- aussi. Ouais. Ah, tu l'as lu, voilà. Donc, pour moi, c'est un livre et un personnage qui m'a beaucoup nourri et qui m'a beaucoup, en fait, qui m'a beaucoup orienté sur comment percevoir une société hétérogène et surtout comment comprendre la philosophie du pardon. Et ça, je pense que moi, c'était une richesse énorme parce que tu vois, quand tu vis une migration forcée, tu es en colère, tu es frustré, tu vois, tu veux tout casser, etc. Puis ce livre-là, en tout cas, ça m'a bien nourri pour voir la société différemment. Et comme j'ai dit que je ne peux pas citer un seul livre, je vais peut-être citer aussi Jean Ziegler, euh, un penseur intellectuel, militant, activiste suisse, qui s'intéresse beaucoup sur les droits humains, sur les injustices. Puis il a écrit un livre sorti, je crois, il y a 3 ans, qui s'appelle La honte de l'Europe. Donc c'est un livre qui met l'accent sur la sécurisation des frontières de l'Union européenne contre les réfugiés en Grèce. Ok. Et puis donc là, il a été sur place, il a observé, il a vu. Hein. Et puis là, il décrit vraiment toutes les violations, et puis toutes les conditions inhumaines que les réfugiés vivent. Et en parlant de ça, j'ai pensé aussi à une autre auteure, euh, Angela Davis. Ah oui. Voilà, son livre, je crois, c'est Femmes, race, classe. Enfin, il y a ces trois mots. Où, voilà, en tant qu'une femme racisée féministe qui dénonce justement, évidemment, les rapports sociaux par une dimension historique et politique et sociologique. Je trouve que c'est un livre aussi qui m'a beaucoup appris à mieux comprendre les combats, parce qu'il y a plusieurs combats féministes. Très bien. Bon, ben, merci pour ces 3 recommandations. Et la dernière question, quel est le son que tu écoutes en ce moment? Ton Alors, son du moment. je suis Je t'en donne 2. Je t'en donne 2, pas plus. je suis assez classique en fait. Ok. C'est vrai que je crois que j'ai pas beaucoup suivi les tendances actuelles, Ouais, il n'y a etc. y a pas besoin. Alors, Y a si, pas besoin. alors c'est vrai, c'est le Grand Corps Malade. Ok. Son titre c'est Mesdames, je crois, ouais, c'est ça. J'adore.
j'écoute assez souvent. Et Youssoupha. Youssoupha, le titre, c'est Mon Roi, je crois. Ouais, c'est ça, Mon Roi. Donc, c'est deux artistes français, rappeurs, critiques, qui savent jouer avec les mots, qui savent savoir, enfin, ils savent amuser, puis en même temps conscientiser les mots et les personnes. Donc voilà, je suis assez classique. Désolé à celles et ceux qui s'attendaient peut-être à la tendance Non, actuelle. t'as rien à prouver, t'as rien à prouver. T'as aucun problème. Bon, ben, Samson, on est arrivé à la fin de l'épisode. Premièrement, merci. Merci pour les choses que tu as expliquées. Évidemment, si des gens ont des questions, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux de mettre des messages. Et j'espère que tu continueras à avancer là où tu es en ce moment ou alors plus loin. Et si ça évolue, eh ben, fais-nous signe, on rediscutera ensemble. Et pour toutes les auditrices et les auditeurs qui sont encore là, eh ben, je vous remercie infiniment. Je vous rappelle que vous pouvez toujours me faire un retour sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi utiliser les éléments d'évaluation sur les différentes plateformes, les étoiles, etc. Ça m'aidera énormément. Je vous remercie tous. On se voit au prochain épisode. Ciao!